l'année 1030. Un adolescent de 15 ans se tient sur un champ de bataille norvégien entouré de cadavres. Du sang partout. Son frère, le roi Olaf, gît mort quelque part dans ce carnage. Une hache l'a frappé à la jambe. Il chancelle, perd connaissance. Ses compagnons le traînent hors du champ de bataille de Stiklestad alors que l'armée ennemie achève les blessés. Cet adolescent s'appelle Harald Sigurdsson. Il vient de perdre sa première bataille. Ce sera la seule de sa vie où il ne commande pas. Personne ne sait qu'on vient d'assister à la naissance du guerrier le plus redoutable de son époque. Un homme qui terrorisera 3 continents pendant 36 ans. Un mercenaire qui s'enrichira à Constantinople. Un roi qui ravagera le Danemark pendant 15 ans. Un conquérant qui faillit s'emparer de l'Angleterre. Le dernier grand roi viking de l'histoire. Son nom était Harald Hardrada, l'impitoyable, l'éclair du Nord. Et voici son histoire. Harald est né vers 1015 dans le Ringerike, une région montagneuse de Norvège. Son père, Sigurd Syr, contrôle cette province. Mais surtout, Harald a un demi-frère beaucoup plus âgé, Olaf Haraldsson, qui deviendra roi de Norvège. Les sagas prétendent que Harald descend de Harald à la belle chevelure, le premier roi à avoir unifié la Norvège au IXe siècle. Vrai ou faux, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'Harald a grandi avec une idée fixe. Il est de sang royal. Il a un destin à accomplir. L'enfance d'Harald baigne dans la violence. La Norvège est déchirée par des guerres de pouvoir. Les rois se succèdent, s'entretuent. Knut le Grand, roi du Danemark et d'Angleterre, s'empare aussi de la Norvège en 1028. Le frère d'Harald, Olaf, est chassé du pouvoir et s'exile. 2 ans plus tard, Olaf décide de reconquérir son royaume. Il débarque en Norvège avec une armée. Harald n'a que 15 ans quand il apprend le retour de son frère. Il rassemble 600 hommes dans l'Oppland norvégien et rejoint Olaf. On imagine ce gamin, la tête pleine de rêves de gloire, qui vient d'acheter son ticket pour l'enfer. Parce que le 29 juillet 1030, à Stiklestad, l'armée d'Olaf affronte les troupes loyales à Knut. C'est un massacre. Les paysans et nobles norvégiens, fatigués du zèle religieux d'Olaf qui veut les convertir de force au christianisme, l'écrasent. Olaf meurt au combat. Harald est grièvement blessé à la jambe. Son ami Rognvald Brusasson le sauve in extremis. Il fuit dans une ferme isolée de l'est de la Norvège. Harald y passe des semaines à récupérer de ses blessures. Pendant ces longues nuits de fièvre, quelque chose se forge en lui. Une rage, une détermination absolue. Il a tout perdu. Son frère, sa bataille, son pays. Mais il est vivant. Et il va leur montrer de quoi il est capable. Dès qu'il peut marcher, Harald fuit la Norvège avec Rognvald et quelques fidèles. Direction l'Est, vers la Rus de Kiev. Cette confédération de tribus slaves et scandinaves s'étend sur l'actuelle Ukraine, Russie occidentale et Biélorussie. Son prince, Yaroslav le Sage, est un lointain parent par alliance. Surtout, il a besoin d'hommes qui savent se battre. Harald arrive à Novgorod avec 500 guerriers. Yaroslav l'accueille à bras ouverts. Le jeune Harald va passer les 3 années suivantes à faire ses armes aux frontières de la Russe. Il combat les Polonais en 1031. Il affronte les Petchénègues, ces nomades des steppes qui terrorisent les marches orientales. Il mène des raids contre des vassaux rebelles. Harald apprend. Il observe. Il devient un chef de guerre redoutable. Mais ce n'est pas assez. Harald voit plus grand, plus loin, plus riche. Les récits des marchands qui remontent de Constantinople le fascinent. Ils parlent de Miklagard, la grande cité, la capitale de l'Empire byzantin, la ville la plus riche du monde connu, là où les empereurs perdent des fortunes à leurs mercenaires, là où un guerrier peut devenir riche au-delà de ses rêves les plus fous. Vers 1033 ou 1034, Harald quitte la Russe. Direction le sud, vers Constantinople. Il a 18 ou 19 ans. Il ne reviendra en Norvège que 9 ans plus tard. Mais quand il reviendra, il sera devenu une légende vivante. L'arrivée à Constantinople doit être un choc pour Harald. La ville compte peut-être 400 000 habitants, ce qui en fait la plus grande métropole d'Europe. Des remparts massifs, des palais de marbre, des églises aux dômes dorés, des marchés où affluent les richesses d'Orient et d'Occident. Pour un guerrier norvégien habitué aux villages de bois et aux fermes isolées, c'est un autre monde. Harald se rend directement au palais impérial.
Il veut rejoindre la garde Vareg, ce corps d'élite scandinave qui protège l'empereur. Fondée en 988, cette garde est déjà légendaire. Les Byzantins paient généreusement ces mercenaires du Nord. Et surtout, ils leur font confiance, contrairement aux soldats grecs qui complotent sans cesse. Les Varegs n'ont aucun intérêt aux intrigues de palais. Ils veulent juste de l'or et du combat. Au début, Harald doit servir comme simple mercenaire. Il faut payer son entrée dans la garde. Mais ses talents ne passent pas inaperçus. Harald est grand, fort, et c'est un tacticien né. Il gravit rapidement les échelons. En quelques années, il devient Akolitos, commandant de la garde Vareg. C'est une ascension fulgurante. Et puis commencent les campagnes. Harald part d'abord affronter les pirates arabes en Méditerranée. Il navigue jusqu'aux côtes d'Anatolie pour attaquer les villes qui soutiennent ces pirates. Le skald Thiodolfur Arnorsson, qui chante les exploits d'Harald, affirme qu'il prend 80 forteresses arabes. 80. Ce chiffre est peut-être exagéré, mais il montre l'ampleur de ses campagnes. Harald combat jusqu'à l'Euphrate, aux confins orientaux de l'Empire. Les sagas racontent aussi qu'Harald se rend à Jérusalem. Certains historiens pensent qu'après le traité de paix entre l'empereur Michel IV et le calife fatimide en 1036, Harald escorte des pèlerins chrétiens jusqu'à la Terre Sainte. Il combat des brigands locaux. Il visite les lieux saints. Un viking dans les rues de Jérusalem, l'image est saisissante. En 1038, l'empereur lance une grande expédition pour reconquérir la Sicile, alors aux mains des Arabes. Harald part avec la garde Vareg sous le commandement de Georges Maniakès, un général byzantin réputé pour sa brutalité. L'expédition remporte d'abord des succès. Harald s'empare de 4 villes. Il côtoie des mercenaires normands, dont Guillaume Bras de Fer. Ces Normands finiront par conquérir l'Italie du Sud quelques décennies plus tard. Petit monde. Mais en 1041, une révolte éclate dans le sud de l'Italie. Les Varegs sont envoyés la réprimer. Cette fois, les Normands et les Lombards se sont alliés. Les combats tournent au désastre pour les Byzantins. Défaite à l'Olivento en mars, à Montemaggiore en mai. Harald apprend à perdre. Ou plutôt, il apprend que même les meilleures troupes peuvent être vaincues si le commandement est mauvais. Une leçon qu'il n'oubliera jamais. Rappelé à Constantinople, la garde est immédiatement redéployée en Bulgarie. Le pays s'est soulevé contre l'autorité byzantine. Harald et ses Varegs écrasent le soulèvement de Pierre d'Eljan avec une telle violence qu'on le surnomme le brûleur de Bulgares. Village incendié, population massacrée. Harald ne fait pas de prisonniers, c'est la guerre totale. Pendant toutes ces campagnes, Harald amasse une fortune colossale, le butin des batailles, les parts de pillage, et surtout, les pollutasvarf, ces pillages de palais. C'est un privilège unique de la garde Vareg. À chaque changement d'empereur, ils ont le droit de piller une partie du trésor impérial. Ou peut-être reçoivent-ils simplement des sommes énormes pour s'assurer de leur loyauté envers le nouvel empereur. Les sources ne sont pas claires. Ce qui est sûr, c'est que Harald va assister à 3 changements d'empereur. Romain III meurt en 1094, Michel IV en 1041, Michel V en 1042. 3 occasions d'engranger de l'or. Harald ne garde pas cet or à Constantinople. Trop dangereux. Il l'envoie régulièrement à Yaroslav le Sage, à Kiev. Des coffres entiers traversent les routes commerciales vers le nord. Harald prépare son avenir. Cet argent lui servira le jour où il rentrera en Norvège pour réclamer le trône. Décembre 1041. L'empereur Michel IV meurt. Son neveu, Michel V, lui succède. Et soudain, tout bascule pour Harald. Il se retrouve emprisonné. Les raisons exactes sont floues. Peut-être était-il trop loyal à l'ancien empereur. Peut-être Michel Cid se méfie-t-il de ce viking devenu trop puissant. Peut-être y a-t-il des intrigues de cour que nous ignorons. Mais Harald ne reste pas longtemps en prison. En avril 1042, une révolte éclate. L'impératrice Zoé, que Michel V a tenté d'écarter du pouvoir, revient en force. Le peuple de Constantinople se soulève. La garde Vareg se divise. Certains protègent Michel V. D'autres, menés par Harald, soutiennent Zoé. C'est une guerre civile éclair. Michel s'impère. Il est capturé. Et les sagas racontent que c'est Harald lui-même qui lui crève les yeux.
Aveugler un empereur déchu est une pratique byzantine classique. Cela l'empêche de prétendre au trône. Harald accomplit cette tâche avec sang-froid. On imagine la scène. L'ancien empereur à terre, terrifié, et le géant norvégien qui s'approche avec un poignard. Zoé remonte sur le trône avec son nouvel époux, Constantin IX. Harald demande la permission de rentrer en Norvège, mais l'impératrice refuse. On ne quitte pas simplement Constantinople quand on est commandant de la garde Vareg. On en sait trop. On est trop utile. Harald est piégé. Alors il s'évade. Avec 2 navires et une poignée de fidèles, il force le passage du Bosphore. Les galères byzantines le poursuivent. Harald connaît le secret. Il faut passer les chaînes qui barrent le détroit au bon moment, quand les courants sont favorables. Ses navires filent dans la nuit. Constantinople s'éloigne derrière lui. Harald ne reverra jamais la ville qu'il a rendue riche et célèbre. Il remonte vers Kiev. Yaroslav l'accueille. Et là, Harald récupère toute sa fortune. Des années de butin. De quoi lever une armée. De quoi acheter un royaume. En 1092, Harald a environ 27 ans. Il a combattu sur 3 continents. Il parle plusieurs langues. Il est l'un des guerriers les plus expérimentés d'Europe. Et il est prêt à rentrer chez lui. Mais d'abord, il épouse Élisive, la fille de Yaroslav. Connexion politique. La jeune femme est la petite nièce de l'empereur byzantin Basile II. Harald consolide ses alliances. Puis il met le cap au nord, vers la Norvège. Quand Harald débarque en Norvège en 1085, le pays est dirigé par Magnus le Bon. Ce Magnus est le fils illégitime d'Olaf, le demi-frère d'Harald mort à Stiklestad. Techniquement, c'est donc le neveu d'Harald. Magnus règne aussi sur le Danemark. C'est un jeune homme puissant. Harald pourrait attaquer. Avec son or et son expérience, il a les moyens de lever une armée. Mais il choisit la diplomatie. Il propose un marché à Magnus. Partageons le royaume. Toi le Danemark, moi la Norvège. Ou vice-versa. Négocions. Magnus hésite, puis accepte. Pourquoi ? Peut-être reconnaît-il qu'Harald est trop dangereux pour l'affronter. Peut-être préfère-t-il un allié puissant à un rival. Peut-être a-t-il besoin de l'or d'Harald pour financer ses guerres. En 1096, les 2 hommes se partagent la Norvège. Harald devient co-roi. L'arrangement ne dure pas longtemps. En 1097, Magnus meurt subitement. On parle de maladie. Harald se retrouve seul roi de Norvège. À 32 ans, il a enfin atteint son objectif. Le gamin blessé de Stiklestad est devenu roi. Mais être roi de Norvège ne suffit pas à Harald. Il veut plus. Il veut le Danemark. Et pendant les 17 années suivantes, il va ravager ce pays avec une constance terrifiante. Sven Estridsen règne sur le Danemark. C'est un cousin de Magnus le Bon. Et dès 1088, Harald l'attaque. Ce sera le début d'une guerre qui durera jusqu'en 1094. 16 ans de raids, de pillages, de batailles navales. Harald ne cédera jamais. C'est une obsession. Les campagnes d'Harald suivent toujours le même schéma. Chaque été, il rassemble sa flotte et traverse le Skagerrak. Il débarque sur les côtes danoises. Il ravage tout. Villages brûlés, fermes pillées, populations massacrées ou emmenées en esclavage. Puis il rembarque avant l'hiver. Et l'été suivant, il recommence. 1098, Harald ravage le Jutland. 1099, il pille Hedeby, le grand comptoir commercial danois. C'est l'une des villes les plus riches de Scandinavie, protégée par d'épaisses fortifications. Harald la rase. La ville ne s'en remettra jamais. Une quinzaine d'années plus tard, le site est abandonné. Harald vient de détruire l'un des centres économiques majeurs de la région. Ces raids ne sont pas de simples pillages vikings à l'ancienne. Harald applique les tactiques apprises à Byzance. Raids éclairs, attaques surprises, destruction systématique. Il veut briser l'économie danoise, affamer le pays, forcer Sven à négocier. Mais Sven tient bon. Les 2 hommes s'affrontent directement à 2 reprises. La première bataille rangée a lieu en 1099. Selon Saxo Grammaticus, chroniqueur danois, l'armée de Sven est inférieure en nombre. Quand les Norvégiens approchent, les Danois paniquent et se jettent à la mer. La plupart se noient. Victoire écrasante pour Harald. La seconde bataille, décisive,
se déroule le 9 août 1062 à l'embouchure de la Nissa, un fleuve du Halland. C'est la plus grande bataille navale de l'histoire scandinave jusqu'alors. Les flottes s'affrontent dans un chaos de navires enchevêtrés, de haches qui fendent les boucliers, de sang qui rougit l'eau. Harald l'emporte. Sven s'enfuit, mais son navire est capturé. Lui-même échappe de justesse à la mort en sautant à l'eau et en nageant jusqu'à la côte. Harald tient enfin sa victoire totale. Sven est brisé. Le Danemark est à genoux. Mais Harald ne peut pas le conquérir. Maintenir une occupation coûterait trop cher. Et surtout, la Norvège commence à s'épuiser. 16 ans de guerre permanente, ça use un pays. Les nobles norvégiens murmurent. Les paysans en ont assez de fournir des hommes et des navires chaque été. En 1064, Harald négocie la paix. Chacun garde son royaume dans ses frontières actuelles. Aucun vainqueur, aucun vaincu officiellement. Mais tout le monde sait que Harald n'a pas réussi à s'emparer du Danemark. C'est son premier échec majeur depuis son retour en Norvège. Harald ne règne pas seulement par la guerre. À l'intérieur de la Norvège, il doit aussi affirmer son autorité. Et là, il se montre d'une brutalité glaciale. C'est cette brutalité qui lui vaut son surnom, Hardrode. Au commandement dur, l'impitoyable, le sévère. Dès son arrivée au pouvoir, Harald affronte l'aristocratie norvégienne. Ces jarls, ces seigneurs locaux qui ont leurs propres armées, leurs propres terres, leurs propres ambitions. Il voit d'un mauvais œil ce roi qui veut tout contrôler, tout centraliser. L'un d'eux, Einar Tambarskjölfir, est particulièrement puissant dans le Trøndelag. Les relations entre Einar et Harald se dégradent rapidement. Vers 1050, Harald fait assassiner Einar et son fils Eindrid. Pas de procès, pas de négociation, juste des hommes qui entrent dans une salle et qui tuent un. Message clair aux autres nobles, obéissez ou mourrez. Les autres descendants de l'ancienne dynastie Håkon Sigurdsson envisagent brièvement de se révolter. Harald négocie avec eux. Il leur offre des compensations. La paix tient. Le Trøndelag, cette région stratégique du centre de la Norvège, passe définitivement sous le contrôle d'Harald. Entre 1064 et 1065, de nouveaux troubles éclatent dans l'Oppland. Le jarl Håkon Ivarsson profite de sa base au Värmland, en Suède voisine, pour entrer en Norvège et lever les impôts à son profit. C'est une rébellion ouverte. Harald réagit avec sa violence habituelle. Expéditions punitives, villages incendiés, confiscation massive de terres, assassinats ciblés, exil forcé. Cette méthode de gouvernement est simple. Écraser toute opposition avant qu'elle ne se développe. Ne laisser aucun rival potentiel. Centraliser le pouvoir entre les mains du roi. Harald applique en Norvège ce qu'il a appris à Constantinople et dans ses guerres danoises, la terreur fonctionne. Mais Harald n'est pas qu'un tyran sanguinaire. Il modernise aussi son royaume. Il normalise la monnaie norvégienne. Il rationalise l'infrastructure administrative en s'inspirant des systèmes byzantins. Il développe les réseaux commerciaux, profitant de ses connexions avec Byzance et la Russe. Il fonde ou développe plusieurs villes, dont Oslo. Une église dédiée à la Vierge Marie y est construite. Oslo doit beaucoup à Harald. Vers 1065, la Norvège est enfin pacifiée. Tous les opposants de Harald ont été réduits au silence, d'une manière ou d'une autre. Le pays est stable, riche, bien administré. Harald a 50 ans. Il pourrait se contenter de régner tranquillement jusqu'à sa mort. Mais ce n'est pas dans sa nature. Il lève les yeux vers l'ouest, vers l'Angleterre. Le 5 janvier 1066, Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, meurt sans enfant. C'est le signal d'une crise de succession majeure. Plusieurs hommes revendiquent le trône. Harold Godwinson, comte de Wessex et beau-frère d'Édouard, se fait couronner dès le lendemain. Mais ses prétentions sont contestées. Guillaume, duc de Normandie, affirme qu'Édouard lui avait promis le trône. Pire, il prétend que Harold lui-même a juré de le soutenir lors d'un séjour en Normandie quelques années plus tôt. Guillaume prépare une invasion. Et Harald Hardrada entre dans la danse. Ses prétentions au trône anglais sont tirées par les cheveux. Il se base sur un accord ancien entre Magnus le Bon et Hardeknut, roi d'Angleterre et de Danemark, mort en 1092. Cet accord stipulait que si l'un des deux mourait sans héritier, l'autre hériterait de ses royaumes.
Magnus est mort en 1087. Harald, comme son successeur, revendique donc le trône d'Angleterre. Personne ne prend vraiment cette prétention au sérieux, mais Harald s'en fiche. Il voit une opportunité. L'Angleterre est riche, très riche, et surtout Harald a un allié précieux, Tostig Godwinson, le frère d'Harold. Tostig était comte de Northumbrie jusqu'en 1065, quand ses propres sujets, excédés par sa tyrannie, l'ont chassé. Harold, son frère, a laissé faire. Tostig est fou de rage. Il veut sa vengeance, et il voit en Harald le moyen de l'obtenir. Les deux hommes se rencontrent, probablement en Norvège ou en Écosse. Ils scellent une alliance. Tostig apporte sa connaissance de l'Angleterre, ses connexions locales. Harald apporte sa flotte, son armée, son expérience de la guerre. Ensemble, ils vont envahir l'Angleterre par le nord pendant que Guillaume attaque par le sud. Harold devra combattre sur 2 fronts. Il ne pourra pas tenir. Harald passe l'été 1066 à rassembler sa flotte. 300 navires. Peut-être 15 000 hommes. C'est une armée colossale pour l'époque. Le roi confie la régence de Norvège à son fils Magnus. Puis la flotte appareille. Direction les Orcades, puis l'Écosse, où le roi écossais fournit 2000 guerriers supplémentaires. Enfin, début septembre, Harald débarque en Angleterre à Tynemouth, en Northumbrie, et commence le dernier acte de sa vie. Harald remonte l'estuaire de la Humber. Sa flotte pille Scarborough au passage, juste pour montrer sa force. Puis ils débarquent à Riccal, sur la rivière Ouse, à une trentaine de kilomètres au sud d'York. York, l'ancienne Jorvik Viking, la 2e ville d'Angleterre. C'est l'objectif. Le 20 septembre 1066, l'armée norvégienne affronte les forces anglaises à Fulford, juste au sud de York. Les comtes Edwin de Mercie et Morcar de Northumbrie commandent les défenseurs. Ce sont les hommes du roi Harold, mais Harold lui-même est encore dans le sud, guettant l'arrivée de Guillaume de Normandie. La bataille de Fulford est une démonstration du génie tactique d'Harald. Il déploie ses hommes avec une habileté remarquable. Une partie de son armée engage directement les Anglais le long d'une rivière. Pendant ce temps, un autre contingent traverse un gué et prend les Anglais à revers. C'est le mouvement d'enveloppement classique, mais exécuté à la perfection. Les Anglais se battent bravement, mais ils sont pris en tenaille, leur formation se disloque. Edwin et Morcar parviennent à s'enfuir, mais leurs troupes sont massacrées. Victoire totale pour Harald. La route vers York est ouverte. Le 24 septembre, York se rend. Harald et Tostig entrent dans la ville. Ils exigent des otages et des tribus. La ville obéit. Harald s'installe, satisfait. Son plan fonctionne. Il a vaincu l'armée du Nord. York est entre ses mains. Maintenant, il faut consolider cette victoire et attendre que Harold Godwinson se décide à venir le combattre. Ou mieux, attendre que Guillaume débarque et que Harold soit écrasé entre 2 feux. Harald commet alors sa première erreur. Il se relâche. La guerre semble terminée. Il renvoie un tiers de ses effectifs garder les navires à Riccal. Les autres se reposent près de Stamford Bridge, un pont sur la rivière Derwent à une vingtaine de kilomètres de York. Il fait chaud. Les hommes laissent leurs armures lourdes dans les bateaux. Ils ne s'attendent à aucun danger. Les Anglais sont battus. Harold est loin dans le sud. Tout va bien. C'est exactement ce que pense Harald le matin du 25 septembre. Il va rencontrer les habitants d'York pour négocier les modalités de leur soumission. Juste une formalité. Une belle journée d'été. Et soudain, l'enfer se déchaîne. Harold Godwinson a appris l'invasion norvégienne le 15 septembre alors qu'il était à Londres. Il prend une décision instantanée, foncer vers le nord. La tempête qui a frappé la flotte de Guillaume quelques jours plus tôt lui donne un répit. Il peut se permettre de traiter d'abord la menace norvégienne. Harold rassemble son armée et se lance dans une marche forcée légendaire. 320 km en 4 jours. C'est Huskarl, ses guerriers d'élite et les Tegens qu'il a pu rassembler trottent jour et nuit. Ils traversent l'Angleterre à une vitesse hallucinante. Le 24 septembre, ils atteignent Tadcaster, à 15 km d'York. Harald le Norvégien n'a aucune idée qu'ils sont là. Le 25 septembre au matin, l'armée anglaise avance cachée par une crête. Harald et Tostig sont à Stamford Bridge avec peut-être 6000 hommes mal équipés. Un tiers de leur armée est à Riccal, à 30 km. Aucune avant-garde, aucune sentinelle avancée.
c'est une négligence criminelle. L'armée anglaise, forte de 6 à 8 000 hommes, surgit de l'ouest. Les Norvégiens n'ont que quelques minutes pour réagir. Harald envoie immédiatement un messager à Rikal. Keystein Or, le commandant là-bas, vient avec tous les hommes disponibles. Puis il organise la défense avec ce qu'il a sous la main. La rivière Derwent coupe le terrain en deux. Il y a un pont. Un petit contingent norvégien se trouve à l'ouest du pont et se fait massacrer en tentant de battre en retraite. Mais selon la légende, un guerrier viking solitaire tient le pont à lui seul. Armé d'une hache à 2 mains, il tue 40 Anglais avant qu'un soldat ne se glisse sous le pont dans une barque et ne le transperce par en dessous avec une lance. Cette histoire est peut-être vraie, peut-être inventée, mais elle montre la férocité du combat. Harald et Tostig ont le temps de former une ligne de défense avec leurs meilleurs hommes sur une crête à 300 mètres au sud-est du pont. Les Anglo-Saxons traversent la rivière et chargent, plusieurs fois. Les Vikings, malgré leur armement partiel, tiennent bon. Ils contre-attaquent même, s'enfonçant en coin dans les rangs anglais. C'est la tactique classique. Le centre anglais recule pour absorber la charge, puis les ailes se referment sur les Vikings. Poche, massacre. Mais les Vikings sont frais. Les Anglais viennent de parcourir 20 km. Le combat s'équilibre dans un carnage sans nom. Harald mène ses hommes avec une fureur qui confine à la folie. Les sagas disent qu'il entre en état de berserksgange, cette transe guerrière des berserkers. Il se bat sans armure, hurlant, frappant dans toutes les directions, et puis une flèche le frappe à la gorge. Harald Hardrada, le dernier grand roi viking, l'homme qui a combattu sur 3 continents, le commandant de la garde Vareg, le roi de Norvège depuis 20 ans, s'effondre. Il meurt presque instantanément. Tostig prend le commandement. Il refuse toute proposition de trêve. Il va combattre jusqu'au bout. Eystein Or arrive enfin avec les renforts de Rikal. 3000 hommes qui ont couru 30 km sous une chaleur étouffante. Ils se jettent dans la bataille avec un courage désespéré. Pendant un bref moment, ils renversent le cours du combat. Mais ils sont épuisés. Les Anglais se ressaisissent, les renforts norvégiens sont repoussés, puis massacrés. Eystein meurt. Tostig meurt. La résistance viking s'effondre. Les Anglais poursuivent les fuyards jusqu'à Rikal. Là, Harold Godwinson met fin à la tuerie. Il autorise les survivants à rembarquer. Parmi eux, Olaf Kyrre, le fils d'Harald Hardrada. Des 300 navires qui ont amené l'armée norvégienne, 24 suffisent pour ramener ce qui reste. Le carnage a été total. Le 25 septembre 1066 marque traditionnellement la fin de l'ère viking. Harald Hardrada était le dernier des grands rois guerriers vikings. Après lui, plus aucune grande expédition viking ne menacera l'Europe occidentale. Une époque se termine sur ce champ de bataille ensanglanté du Yorkshire. Harold Godwinson savoure à peine sa victoire. Le 28 septembre, 3 jours après Stamford Bridge, Guillaume de Normandie débarque à Pevensey dans le Sussex. Harold doit repartir immédiatement vers le sud. Encore une marche forcée. Encore 320 km. Ses troupes sont épuisées, diminuées. Mais il n'a pas le choix. Le 14 octobre 1066, à Hastings, les deux armées s'affrontent. L'infanterie anglo-saxonne contre la cavalerie normande. Harold se bat bravement, mais ses hommes sont trop fatigués. Les Normands sont trop nombreux, trop frais. La bataille bascule. Harold est tué, probablement d'une flèche dans l'œil selon la tapisserie de Bayeux. Ses frères Gurt et Leofwin meurent aussi. Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre. Le jour de Noël 1066, il est couronné à Westminster. L'Angleterre anglo-saxonne disparaît. Commence l'ère normande. Et l'ironie est terrible. Si Harald Hardrada n'avait pas envahi l'Angleterre, Harold Godwinson aurait eu des troupes fraîches pour affronter Guillaume. Peut-être aurait-il gagné à Hastings. L'histoire de l'Angleterre, de la France, de l'Europe entière aurait été différente. Mais Harald a envahi. Harold a dû combattre 2 fois. Et Guillaume a gagné. Harald Hardrada a changé l'histoire du monde en perdant. C'est peut-être son plus grand exploit. Qui était vraiment Harald Hardrada? Les sources nous donnent quelques indices. Physiquement, c'était un géant. Snorri Sturluson le décrit comme plus grand et plus fort que la plupart des hommes. Ses mains et ses pieds étaient remarquablement grands. Avant la bataille de Stamford Bridge,
Harold Godwinson lui offre 7 pieds de terre anglaise, ou plus s'il est plus grand que les autres hommes. C'était une insulte. 7 pieds pour l'enterrer. Mais cela confirme la taille impressionnante d'Harald. Il avait les cheveux clairs et une barbe avec une moustache particulièrement imposante. Détail étrange. Il avait un sourcil plus haut que l'autre. Ce genre de particularité physique le rendait facilement reconnaissable sur un champ de bataille. Utile pour les ennemis qui voulaient le cibler. Dangereux pour lui. Harald était aussi un skald, un poète guerrier. Il composait des vers pour raconter ses propres exploits. C'était une tradition viking. Les grands chefs chantaient leurs batailles. Harald a laissé plusieurs poèmes, conservés dans les sagas. Ils sont techniques, pleins de kennings, ces métaphores complexes de la poésie scandinave. Mais ils révèlent aussi un homme conscient de sa place dans l'histoire. Harald se construisait une légende de son vivant. Politiquement, Harald était ruthless. Il ne reculait devant aucune violence pour atteindre ses objectifs. Assassinats, trahisons, massacres. Il a brûlé des villages entiers, aveuglé des empereurs, tué des nobles sans procès. Le chroniqueur Adam de Brême, son contemporain, écrit « Le roi Harald, par sa cruauté, l'emporta sur tous les tyrans ». Mais d'autres sources sont plus nuancées. Le moine Théodoricus le décrit comme « un homme vaillant, de bons conseils, hardi aux armes, ferme de propos et ambitieux ». L'Agrippe note que « il gouverna avec grande fermeté encore que pacifiquement » et qu'il fut grand par la sagacité et l'esprit d'entreprise. Harald n'était pas un monstre unidimensionnel. C'était un homme complexe, produit d'une époque violente. Il a modernisé la Norvège, développé son économie, rationalisé son administration. Il a fondé des villes, normalisé la monnaie, établi des routes commerciales jusqu'à Byzance. Son règne a renforcé la Norvège, même si ses méthodes étaient trop brutales. Harald Hardrada est mort il y a presque 1000 ans, mais son héritage perdure. Il incarne la fin d'une époque, la dernière incarnation du roi guerrier viking traditionnel. Après lui, les rois scandinaves deviennent plus sédentaires, plus civilisés, plus européens. L'ère des Red Vikings se termine. Le christianisme s'impose définitivement. Les royaumes nordiques se stabilisent. Ses descendants règnent sur la Norvège pendant des générations. Son fils Olaf Kyr devient roi et règne pacifiquement pendant 26 ans, d'où son surnom le Tranquille. Un contraste total avec son père. L'arrière-petit-fils d'Harald, Magnus III, sera le dernier roi norvégien à mener de grandes expéditions militaires. Après lui, la Norvège entre dans le Moyen-Âge classique. La vie d'Harald a inspiré des sagas entières. La Heimskringla de Snorri Sturluson consacre une longue section à Harald. Ces textes, écrits 2 siècles après sa mort, mêlent faits historiques et légendes. Mais ils préservent la mémoire d'un homme hors du commun. Dans la culture populaire moderne, Harald revient régulièrement. Il apparaît dans la série Vikings, Valhalla sur Netflix, dans des jeux vidéo comme Assassin's Creed Valhalla ou Civilization VI, dans des romans historiques. Son image du guerrier ultime, de l'aventurier qui a parcouru le monde connu, fascine toujours. À Oslo, une statue d'Harald à cheval a été inaugurée en 1905 sur la place qui porte son nom. Un autre bas-relief décore l'hôtel de ville. La Norvège n'a pas oublié le roi qui a fondé sa capitale. Harald Hardrada a terrorisé 3 continents pendant 36 ans. En Europe, il a ravagé la Norvège, le Danemark, l'Angleterre, l'Écosse, les Orcades. En Asie, il a combattu en Anatolie, en Syrie, jusqu'à l'Euphrate, peut-être jusqu'à Jérusalem. En Afrique, il a participé aux campagnes en Sicile contre les Arabes de Carthage. Il a servi 3 empires, la Russe de Kiev, l'Empire byzantin et son propre royaume de Norvège. Il a participé à 18 grandes batailles, selon les sagas. Peut-être plus. Il a commandé la garde d'élite de l'empereur le plus puissant du monde chrétien. Il a amassé une fortune colossale. Il a épousé une princesse de sang impérial. Il a régné pendant 20 ans sur l'un des royaumes les plus riches de Scandinavie. Et il est mort à 51 ans, une flèche dans la gorge, sur un champ de bataille anglais, parce qu'il voulait toujours plus. Plus de gloire, plus de conquête, plus de pouvoir. Cette ambition démesurée a fait sa grandeur. Et elle a causé sa perte.
L'histoire d'Harald Hardrada est celle d'un homme qui a refusé les limites, un adolescent blessé qui aurait dû mourir à Stiklestad, un exilé qui est devenu commandant de la garde impériale, un mercenaire qui est devenu roi, un roi qui a failli conquérir l'Angleterre. C'est l'histoire du dernier grand viking, l'éclair du Nord, l'impitoyable, Harald Hardrada. Et quand il est tombé ce 25 septembre 1066, une époque entière est tombée avec lui.